Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est la mise en pot. Donc voilà, on va voir la mise en pot dans cette vidéo, les les pots que j'utilise, les étiquettes, les capsules et réponse à vos questions que je vous avais demandé et certains m'ont posé des questions. Donc on va y répondre en faisant la mise en pot. Donc pour commencer, je vais vous présenter les pots. Voilà, j'utilise des pots. Ce sont des pots Théo 82. Donc Théo 82, c'est quoi? C'est le gabarit du pot. Il faut savoir, si vous prenez des pots Théo 82, c'est des pots qui sont aussi larges que hauts. Et derrière, il faudra les couvercles, les capsules qui vont avec, donc du Théo 82 aussi. Voilà. Pour le miel de printemps, j'utilise les Théo 62, non Théo 63, qui sont plus longs que larges. Pourquoi? Tout simplement, un fournisseur au CFI à Dresde, donc le salon des métiers à côté de chez moi, m'a conseillé de prendre des pots, vu que le miel de printemps est plus clair que le miel d'été. Du coup, il m'a conseillé de prendre des pots plus en longueur pour faire transparence, vu qu'ils sont moins larges. Et à l'inverse, pour le miel d'été, vu que c'est un miel beaucoup plus foncé, vous voyez, le miel est là. C'est un miel de tilleul, châtaignier et ronce. On m'a conseillé de prendre des pots Théo 82 qui sont plus larges et moins hauts. Voilà, la petite histoire. Et après, on a les étiquettes. Voilà, j'utilise des étiquettes toutes faites parce que je suis pas un gros, j'ai pas des milliers de pots à faire. Mais à l'avenir, ouais, j'essaierai de faire une étiquette personnalisée. Donc là, important, l'origine. Ensuite, le mode de conservation, le poids net, que je viendrai mettre après avec un tampon. La date de consommation, la DLUO, et je viendrai mettre aussi un tampon avec mon nom d'entreprise, l'adresse, un numéro de téléphone et le numéro de tirette. Voilà, les éléments importants sur l'étiquette. Et je rajouterai en plus une étiquette pour le recyclage. Depuis mars cette année, on est obligé quand on vend le moindre pot, de mettre le mode de recyclage. Donc là, pot de verre, capsule recyclage verre, pot de capsule ferraille, recyclage avec les plastiques et compagnie. Voilà. Voilà pour la partie pot. Et ensuite, c'est mon petite installation artisanale, hein. Une cocotte à l'envers, une balance pour contrôler les poids, qu'on soit bien au bon poids, au poids net. Et ensuite, je mets mon maturateur là-dessus. Pour l'instant, c'est fait dans le salon. L'an prochain, comme je le disais dans d'autres vidéos, on essaiera de faire ça dans la miellerie qui sera normalement prête. Voilà. Et là, on va passer à la mise en pot. Voilà, donc pour la mise en pot, j'ai tout mis en place, quelques pots, les capuchons qu'on mettra à la fin. Donc le plus important, surtout, tailler la balance au poids du pot. Voilà, pour être dans la législation et pas voler les gens. Voilà, c'est taillé. Ensuite, tout simple, hein, on ouvre le maturateur, on remplit le pot. Là, le miel est assez liquide, parce que je l'avais maintenu dans la salle à 35 degrés, température de la ruche, avec un déshumidificateur pour pas qu'il prenne l'humidité. Hop, voilà, on a combien? 500 grammes, je mets tout le temps 505, 506. Toc. 508 grammes, parfait. Voilà, donc j'avais des questions sur mes débuts en apiculture. On va commencer à répondre aux questions. Donc, mes débuts en apiculture, j'ai commencé quand? J'ai commencé à me renseigner en juillet 2021. Donc c'était une année où je voulais commencer l'apiculture et en me renseignant, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas la meilleure des périodes. Parce qu'il fallait prendre des colonies après les hivernés, donc pour un début, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc ce que j'ai fait, je me suis renseigné, j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai pas fait de formation ruche école comme beaucoup conseillent. J'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai passé des heures et des heures à regarder des vidéos. Et du coup, je me suis renseigné comme ça et j'ai appris le fonctionnement de l'abeille, d'une colonie d'abeilles.
et les différentes méthodes qui existaient pour les multiplier, les traitements, les différentes maladies et compagnie. Donc tout ça dans la première année 2021 où j'avais pas de ruche. Ensuite, 2022, j'ai acheté 2 colonies hivernées. 2 colonies hivernées sur 6 cadres que j'ai passé en ruche dès que j'ai eu début avril. Donc, début avril 2022, j'avais 2 colonies. Et il s'avère qu'en l'équivalent de 3 semaines à mois, elles étaient déjà sur 10 cadres. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai divisé en 2. Donc j'ai fait de 2 colonies, je suis passé à 4. Avec élevage, ils ont élevé leurs reines naturellement. J'ai pas acheté de reines ni rien. C'était un élevage naturel. Et du coup, je suis passé à 4 colonies. Plus capture de 2 essaims, dont un qui était à entrée d'hiver 2022, qui était sur 10 cadres. Malheureusement, il n'y avait plus de ponte. Donc des cadres, la reine avait au pont. Il n'y avait plus de ponte depuis fin juillet, donc j'ai préféré secouer cet essaim. Alors certains m'ont dit, voilà, t'aurais pas dû faire ça, mais pas de ponte fin juillet, ça veut dire pas d'abeilles d'hiver. Donc elle aurait difficilement passé l'hiver, ou alors elle l'aurait passé, mais elle aurait du mal au printemps. Donc j'ai préféré la secouer, j'ai fini l'année donc sur 5 colonies. 5 colonies l'an dernier, donc traitées à Pivard contre le Varroa. Et ensuite elles ont été hivernées, sorties d'hiver, j'en ai une rentrée d'hiver qui était très infestée en Varroa. Enfin je me doutais qu'elle allait avoir un souci au printemps. Et c'est bien ce qui s'est passé au printemps. Elle était très bien au mois de mars. Et avril, effondrement, d'un coup, plus personne dans la ruche. La reine avait recommencé la ponte, il y avait un peu de couvain. Donc, du coup, j'ai gardé les cadres. Cadre de réserve, cadre de miel, non, parce que pour moi, c'est un effondrement dû au varroa. Il y avait du couvain qui était affaissé, des abeilles qui sortaient en tirant la langue. Donc, pour moi, c'est varroa. Donc je suis reparti cette année avec 4 colonies sorties d'hiver et j'en ai capturé 5 essaims et j'ai créé 4 essaims. Donc aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je suis à 12 colonies, dont 4 qui ont produit au printemps et 4 aussi pour ce miel-ci, miel d'été. Pourquoi? Tout simplement parce que j'en ai une qui a reméré. Pourquoi? Je ne sais pas. Soit j'ai tué la reine, soit il y a eu un souci. Du coup, elle a reméré, le temps que la reine naisse et commence sa ponte, se fasse féconder et commence sa ponte. Du coup, elle a pas refait de miel cet été, mais je m'y attendais. Et par contre, j'ai une autre colonie qui a pris un essaim que j'ai capturé, qui s'est très bien développé et qui a fait du miel, qui m'a fait une bonne hausse et demie de ce miel-ci. Donc voilà. Et puis voilà, mes débuts, c'est 2 ruches l'année dernière. 2 ruches l'an passé, que j'ai divisées. Je voulais pas faire de miel, mais là, c'était une très bonne année, donc j'en ai fait un peu quand même, très peu. J'ai dû faire 10 kg de miel de châtaignier, et en tournesol, elles ont dû me faire une quinzaine de kilos. Donc très peu. Et du coup, je suis parti... Je sais plus ce que je voulais dire. Je suis bugué. Heureusement que le montage existe. Ouais. Et du coup, j'étais sur 4 colonies pour le miel de forêt. Donc là, donc elles m'ont fait à peu près, je pense, 90 kilos. Pour pas être trop dans les estimations, elles m'ont fait, je pense, 90 kilos. Et du coup, je suis en train de mettre en pause ce miel, c'est celui-ci. Là, actuellement, elle rentre encore du miel. Donc j'ai une autre question qui venait, qu'est-ce que je faisais des hausses, vu que je remettais une hausse vide quand je posais le chasse-abeille. Qu'est-ce que je fais des hausses? Grosso modo, les hausses, je les ai remises dessus. J'en mets tout le temps une vide parce qu'il faut savoir que les ruches sont blindées d'abeilles en ce moment. Donc je remets toujours une hausse vide, même si elle ne rentre pas de nectar, le temps de la récolte. Je remets une hausse vide, je prends les pleines. Du coup, ça leur laisse de la place, ça évite qu'elles barbent trop sur l'extérieur. Et du coup, ça évite aussi qu'elles barbent trop et qu'on soit en surpopulation sur les ruches. Et du coup, ce que je fais, là, elles me rendent du miel. Donc je vais pas les enlever, je vais laisser faire. Traitement mi-août par chez nous, moi je connais plusieurs apiculteurs, ils font la même méthode. Ce que j'ai fait l'an dernier, il n'y en a qu'une qui était vraiment infestée, j'aurais dû faire un varomètre l'hiver. J'avais pas le matériel, j'avais pas la méthode. Maintenant c'est bon, je me suis renseigné, je vais acheter le matériel avant l'hiver. Donc on contrôle l'infestation de la ruche. Moi je fais sur l'ange.
Vu que j'ai des planches aérées, c'est assez précis. Donc contrôle sur l'ange, ensuite traitement, et contrôle 10 jours après traitement. Donc traitement, c'est 10-12 semaines, quoi. J'en connais qui mettent que 8 semaines, moi je préfère mettre les 10 semaines. Et ensuite, contrôle sur l'ange, 10 jours après traitement, et suivant le résultat qu'on a, soit en retraite au varomètre l'hiver, hors couvain. Donc vers Noël, il y a toujours des périodes un peu plus douces. Traitement varomètre, et ensuite on repart sur une fin d'hiver, et puis voilà. Donc voilà pour les hausses, donc je les laisse dessus. Et ce que je ferai à la fin, par contre, c'est je les remettrai dessus. Vers mi-août, il y a beaucoup moins de floraison par chez nous. Donc vers mi-août, je les remettrai dessus, mais une journée. Elles vont les lécher en une journée et demie, elles ont largement le temps. Elles vont les lécher, je renlève avant qu'elles aient le temps de stocker. Et là, par contre, on attaque le traitement une fois qu'il n'y a plus de hausse. Enfin, jamais avant. C'est interdit déjà, de toute façon. Et puis voilà, si vous voulez vendre un miel contaminé au traitement, c'est de la mitrasse dans les lanières à pivard, donc on va pas vendre un miel à la mitrasse. Donc ensuite, question suivante, on m'a posé la question de ce que je faisais de mes cires dans mon seau d'eau, mes cires de percule. Ce que je vais faire de mes cires, il y a plusieurs utilisations possibles. Soit on a un cirier à disposition et on renvoie les cires pour qu'il nous fasse des cires gaufrées, ce qui vous diminuera le coût d'achat de votre cire. Ce qui peut être intéressant, fournisseur que je n'ai pas pour le moment. Donc moi ce que je vais faire de mes cires, alors des cires, je vais faire des cires donc les cires de percule, attention, zéro traitement. Je vais faire des produits cosmétiques, donc je pense des crèmes hydratantes et cicatrisantes. Je vais faire aussi des bougies, quelques bougies, mais les bougies on peut les faire aussi avec la cire de corps. Et on peut faire aussi des cires pour les cheveux, on peut faire plein de choses. Avec la cire de percule, il faut savoir que la cire de percule, on peut faire quasiment ce qu'on veut. Mais le top, ce serait d'avoir un cirier, parce que le prix de la cire, c'est exorbitant. Hein. Le kilo de cire, on doit être à 25 €. Donc c'est extrêmement cher, surtout qu'il en faut beaucoup. J'en ai utilisé cette année, je crois que j'ai utilisé 5 kg de cire. Parce que j'ai récupéré beaucoup de colonies qu'il a fallu que je fasse développer et tirer des cires. Donc ouais, j'ai dû utiliser cette année 5 kg de cire, et encore même peut-être plus que ça. Donc voilà ce que je fais des cires. Donc ça peut être utilisé, hein. C'est même réutilisé, il ne faut pas acheter, hein. Tout peut être utilisé dans la rêche. Il faut savoir que les cires, on peut en faire des bougies, Je veux voir aussi là, j'ai eu vendre un truc pour faire des mèches pour les oreilles. Donc je veux voir, j'en ai entendu parler, beaucoup de gens m'en disent du bien. Donc je vais voir comment ça se fait, si je peux le faire, déjà, si je peux le faire, hein, parce que je suis pas chimiste, et je vais rester dans le naturel, hein, je vais pas rajouter de produits et de produits chimiques et de colorants et des machins, et donc voilà. Donc les cires, ouais, on s'en sert on s'en resserre, hein, c'est pas perdu. Voilà, donc quand les pots sont pas pleins, on complète. Hein. Voilà, 105 grammes, c'est parfait. Voilà, et pour finir la dernière question, quel logiciel j'utilise pour monter les vidéos? J'utilise Filmora 12, la version payante, parce qu'il y a beaucoup plus de choses dessus et c'est plus... Enfin, j'utilise la version payante, j'ai même pas essayé la gratuite d'abord. Si, la gratuite, si, j'ai essayé, il y a le filigrane qui apparaît sur les vidéos, donc c'est moyen quoi. Donc tout le long de la vidéo, vous avez un filigrane Filmora. Donc j'utilise Filmora 12, je trouve sympa, il y a pas mal de musique, avec droit d'auteur, sans droit d'auteur. Il y a pas mal de possibilités, des petits stickers, des effets. Donc ouais, sinon je le trouve vraiment pas mal, donc j'utilise celui-là, pour l'instant j'en suis satisfait. Donc si des personnes en ont des gratuits à me proposer à essayer, je suis partant, hein, je peux essayer un autre logiciel. Il y a des petits trucs qui me dérangent dessus. Avec l'âge du son maximum, on peut pas augmenter le son comme on veut. Des fois, ça m'arrive de chuchoter, comme dans la dernière vidéo d'extraction. Donc je suis obligé de mettre le son au max et je suis pas... Enfin, j'aimerais bien un peu plus fort, quoi. Donc voilà, donc c'est ouais, Filmora 12.
Donc voilà, donc je finis de mettre en pot, je vous mets en accéléré et je vous reprends pour fermer les pots. Ah si, j'ai oublié pour le stockage, pour les grilles à rennes. Donc les grilles à rennes, je les enlève en même temps que la dernière hausse. Donc savoir, tant que j'ai des hausses, je laisse la grille à rennes pour que la reine tombe. Donc je les enlève en même temps que la grille à rennes. En même temps que la dernière hausse. Et après, nettoyage, stockage, que ça ne servira plus avant l'année prochaine. Donc ouais, en même temps que la dernière hausse. C'est-à-dire là, cette année, mi-août. Au début des traitements, mi-août, j'enlèverai la dernière hausse. Enfin, les dernières hausses. Je enlève la grille à rennes, je mets le couvre-cadre et traitement. On enchaîne mi-août. Donc de mi-août à mi-octobre. Mi-octobre, ouais, non, mi-octobre, début novembre. C'est vrai que par chez nous, l'automne est assez douce, hein. On peut ouvrir les ruches encore. Pas longtemps. De toute façon, le traitement, ça prend pas longtemps. Pour les lanières, on les enlève. Je ferai une vidéo sur les traitements à pivard. On verra ça ensemble. On verra ça ensemble, comment je procède au traitement pour les lanières à pivard. Mais voilà, les hausses sont enlevées. Là, cette année, elles seront enlevées mi-août parce qu'à côté, j'ai un champ de luzerne qui est en fleurs. Et les abeilles sont dessus, je les ai vues. Est-ce que c'est les miennes, je sais pas, mais il y en a beaucoup, donc je pense que les miennes y vont aussi. Et j'ai des champs de trèfle également. C'est 2 gros champs de à peu près 3 hectares de trèfle. 6 hectares de trèfle et un champ il doit faire 4 ou 5 hectares de luzerne, mélangé avec l'espèce de faux pissenlit là. Donc c'est comme du pissenlit, mais avec des tiges longues et fines. Je sais pas le nom de la plante. Je sais qu'elles vont dessus, je sais qu'elles y prennent du pollen, c'est sûr. Je pense qu'il y a du nectar aussi dedans. Donc voilà, on verra mi-août où on en est. Mais là, si j'ai le problème, c'est que là, si j'enlève les hausses actuellement, elles vont me remplir le corps de miel, bloquer la pompe de la reine, et on n'est que mi-juillet. Enfin, presque fin juillet, mais on est le 20 juillet. Donc si elles remplissent de miel et de pollen, j'aurai un souci avec mes abeilles d'hiver qui ne seront pas assez nombreuses. Elles auront à manger, certes, mais s'il n'y a pas assez d'abeilles, c'est comme s'il n'y avait pas à manger, hein, c'est inutile. Donc je privilégie de laisser les hausses et repousser le traitement, tant pis. C'est un risque que je prends, mais j'ai pas envie de me retrouver avec 2000 abeilles en entrée d'hiver dans la ruche. Donc voilà, donc les hausses, pour moi, mi-août. Bon, allez, je vous envoie le timelapse, ce coup-ci c'est bon. Allez voilà, donc tous les pots sont remplis entre 505 et 510 grammes, même certains 517. Maintenant on va passer à mettre les couvercles, donc là rien de plus simple. Je vais avoir par là, vous allez mieux voir. On met le couvercle en verrou, terminé. Donc comme je disais en début de vidéo, pensez bien, si vous prenez des pots TO 82, achetez les couvercles TO 82. Si vous achetez les couvercles TO 63, ça n'ira pas sur ces pots, ils sont trop petits. Donc voilà, donc le miel, voilà, il ne restera plus que l'étiquette à mettre, je vais pas vous le faire voir dans cette vidéo. Voilà un pot type. Terminé, mis en pot. Et il ne reste plus qu'à étiqueter, et puis voilà. Donc sur ce, hop, je reprends avec moi. Merci d'avoir suivi la vidéo. Pensez comme d'hab à vous abonner, à liker si vous avez aimé. Et à commenter, n'hésitez pas. Donc voilà, sur ce, portez-vous bien. Passez de bonnes vacances et à la prochaine.